Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la certification ISO 9001 et plus particulièrement les erreurs que vous pouvez rencontrer ou à ne pas rencontrer en audit pour la suite de la préparation. Alors nous sommes ensemble pour 1 heure, 1 heure et demie en fonction du volume de questions. J'espère que vous êtes installés confortablement et on va pouvoir démarrer la présentation. Alors, cette heure, heure et demie de webinaire, je vous partage 4 gestes succès pour vous assurer un webinaire réussi. Le premier geste est de couper votre téléphone, en tout cas de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Le deuxième geste va de pair avec le troisième. Donc, vous avez 2 onglets qui s'affichent sur la slide, l'onglet chat et l'onglet questions. Donc, l'onglet questions, je vous invite à l'utiliser pour réagir, nous dire bonjour aussi comme vous êtes en train de le faire actuellement. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour à tous. Et donc l'autre onglet, c'est celui des questions. Donc cette fois-ci à utiliser lorsque vous avez une interrogation que vous souhaitez nous partager. On pourra répondre à la question avec Marilyn, soit dans le chat directement ou alors à l'oral tout au long de la présentation. Et enfin, donc le focus, donc c'est le quatrième geste. Focus sur la voix des intervenants et aussi le support présentation pour vous garantir une compréhension optimale. Et donc, une première question pour vous, laquelle vous pouvez répondre directement dans le chat, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image. Dites-nous ce qu'il en est de votre côté. Moi, je vois quelques personnes qui sont en train d'écrire pour l'instant. Très bien pour Anaïs, au top pour Comi. Écoutez, je vois qu'on est dans des conditions parfaites, comme le dit Guy, donc tant mieux. On va pouvoir passer à la suite, avec notamment la présentation des intervenants. Et je laisse la parole à Marilyn. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marilyn Muller-Charrier. Je suis directrice d'ActiveCert et donc je suis notamment spécialisée sur toutes les questions de certification de management qualité. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est notamment l'ISO 9001, le management par la qualité dédié à toutes les industries. Je suis également référente 17021 auprès du COFRAC, dont on vous parlera. C'est la norme de référence pour notre accréditation ISO 9001. Et pour ma part, Thomas Talby, donc je suis votre animateur aujourd'hui. Je fais partie de ICPF depuis 2021 en tant que responsable marketing et communication. Donc, mon objectif aujourd'hui est de pouvoir assurer votre compréhension du webinaire et aussi de vous donner la parole puisque vous avez la possibilité de poser des questions. D'ailleurs, un détail que je n'ai pas apporté dans l'onglet questions, vous avez la possibilité d'apporter des votes donc pour nous signifier lorsque vous avez une question importante et donc on pourra la prioriser de cette manière. Donc, concernant le plan de la présentation qui va se découper en 5 parties, première partie dédiée à la présentation de ICPF ActiveCert, notamment pour les participants qui ne nous connaissent pas. Deuxième point sur la certification et l'audit, comment ça se passe, quelles sont les modalités. Troisième point, les erreurs fréquentes que vous pouvez rencontrer dans le parcours de certification et la préparation de l'audit ISO. Et enfin, les gestes succès qu'on va vous partager jusqu'à l'obtention de la certification et même le maintien. Et enfin, donc, cinquième partie sur les questions et les réponses. Donc, ce sera surtout un temps qui servira à traiter les points qui ne l'auront pas été avant la fin, donc, en sachant que vous avez déjà la possibilité de poser vos questions depuis l'onglet correspondant. Donc, Marilyn, où en sommes-nous aujourd'hui chez ICPF et ActiveCert? Alors, ICPF et ActiveCert, c'est l'alliance de 2 organismes certificateurs pour le management, la certification du management qualité. ICPF, c'est un organisme qui a plus de 30 ans d'expérience et qui est notamment spécialisé sur le monde de la formation professionnelle avec des certifications telles que Calliope, ISO et une certification professionnelle également. ActiveCert, c'est également un organisme certificateur Calliope avec une spécificité supplémentaire, une accréditation pour la certification ISO 9001. Et donc, ActiveCert a rejoint le groupe ICPF en septembre dernier. J'en suis la directrice et aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience sur ces accréditations pour les deux que je maîtrise. Et donc, on fera un focus notamment sur cette certification ISO 9001.
Merci Marilyn. Et donc pour aller plus loin sur, pardon, pour aller plus loin sur les valeurs qui différencient aujourd'hui CPF et ActiveCert, cela se différencie sur 5 points. Le premier, c'est la plateforme Noé. Donc, c'est un outil aujourd'hui à votre disposition dans lequel vous pouvez vous embarquer dans une démarche de certification qui va très prochainement même embarquer les certifications ISO. Donc là, on est surtout aujourd'hui expert sur la certification Calliope ou la certification de personnes, mais à la fin du mois, vous aurez maintenant les certifications ISO. Le deuxième point, c'est la compétence technique. Donc, on a des experts aujourd'hui de la qualité qui, depuis 1995, s'investissent dans le développement de la performance commerciale en formation et aussi dans le secteur du conseil. Le troisième point, c'est la proximité territoriale. Donc, on a la spécificité d'avoir des auditeurs salariés. Donc, déjà, l'équipe au global, c'est plus de 50 salariés. 21 d'entre eux sont des auditeurs salariés que vous pouvez retrouver dans vos audits. Et on s'appuie aussi sur un réseau d'auditeurs sous-traitants qui nous permettent de proposer des dates d'audit proches dans tous les territoires, en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer. Le quatrième point, c'est le service client. Donc, un chat en ligne qui est disponible depuis le site internet ICPF et la plateforme Noé, donc qui vous permet notamment d'être mis en relation avec les différents services. Et le dernier point, le cinquième, c'est le réseau. Réseau sur lequel vous êtes peut-être déjà parti ou vous en ferez partie prochainement. Réseau de 8000 certifiés répartis entre Calliope, ICPF Pro et certification ISO, que vous pouvez du coup rencontrer dans le cadre d'événements comme celui-ci, en événements numériques ou alors en physique sur d'événements de networking qu'on organise. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à la certification ISO, et je vous partage un premier sondage que vous pouvez utiliser directement dans Livestorm. Donc, Livestorm, c'est l'outil de webinaire. Vous avez un sondage qui vous a été partagé. Vous le retrouvez en bas à droite de votre écran. Et donc, je vous invite à répondre à la question suivante. Où en êtes-vous de la certification ISO 9001 ? Souhaitez-vous plutôt découvrir ce que c'est ? Souhaitez-vous vous préparer à la certification ? Plutôt, vous êtes déjà certifié, vous êtes plutôt en veille sur les évolutions de la réglementation. Et le point 4, plutôt tirer de la valeur, donc en tant que certifié. Et enfin, le point 5, vous êtes plutôt consultant accompagnateur, et donc vous recherchez aussi les informations. Et si vous en êtes d'ailleurs à une autre étape ou ici pour une autre raison, je vous invite à nous le détailler directement dans le chat pour qu'on puisse découvrir la raison pour laquelle vous êtes ici. Alors, les résultats sont en train d'être récoltés. Donc en majorité, Marilyn, les personnes présentes sont ici pour plutôt structurer une préparation, donc ils sont en préparation à 56%. 22% souhaitent découvrir ce qu'est la certification ISO. Et ensuite, on a une minorité de participants qui sont soit certifiés et ou qui veulent savoir comment tirer de la valeur de cette certification. D'accord, c'est noté. Alors, une fois qu'on a du coup bien identifié cette répartition, c'est quand même intéressant pour nous d'avoir cette idée puisqu'on va pouvoir adapter les informations tout au long de la présentation. Donc, avant de passer la main à Marilyn sur le point technique de la certification ISO, je vais déjà vous partager les raisons qui aujourd'hui mènent une entreprise à obtenir la certification ISO. Donc, c'est 7 raisons qu'on a identifiées. La première, c'est faciliter le management de l'entreprise. Sur cette raison-là, Marilyn, comment l'entreprise peut utiliser l'ISO grâce à ça? Alors, l'ISO 9001 est une démarche structurante. Elle va permettre notamment de cartographier les différentes activités d'une entreprise et donc de faciliter les interactions entre ces activités, mais également de donner une valeur, puisque c'est une valeur à l'entreprise, cette certification, notamment en termes donc de valorisation d'entreprise, mais également en termes de transmission,
Donc voilà, c'est un sujet qui est intéressant pour les dirigeants, mais également pour les équipes qui y travaillent. Alors, on a aussi l'aspect valorisation en termes d'efficience des équipes. Sur ce point-là, comment on peut arriver à utiliser ISO pour y arriver? Bah, le fait de travailler sur les différentes activités, de les cartographier, également des fois de les formaliser, ça permet aux équipes, de savoir, de mieux s'y retrouver, de faire face, à des changements de poste, à des absences, et puis également de tirer profit, de l'expérience que l'entreprise ou que ses salariés ont acquis, pour, continuer à améliorer les process notamment. Alors, je vais pas suivre dans l'ordre les raisons, parce que je vois qu'on a des réponses du sondage, donc je souhaite aller plus loin dans ces raisons-là. On a notamment, ce qu'on a un sondage qui a été partagé sur les raisons qui vous mènent aujourd'hui à vous intéresser à l'ISO. Une réponse qui est plutôt du côté du fait de gagner en visibilité auprès de partenaires. Donc ça, Mmh. c'est la raison 5. Alors Une fois- effectivement, ça fait le lien aussi avec la raison 6 qui est se différencier, face à des concurrents. Donc effectivement, l'ISO 9001 permet de démontrer la qualité, des process et de la satisfaction qu'on met au cœur, de ces activités, de la satisfaction des clients notamment, grâce à cette certification puisque ça va être un audit qui est fait par un tiers indépendant. Donc cette, certification a vraiment une valeur, vis-à-vis de l'extérieur et puis également depuis, octobre, 2024, il existe, une liste internationale qui s'appelle la base IAF sur laquelle on peut retrouver l'ensemble des certifiés, en France bien évidemment, mais également à l'international. Donc ça donne une vraie valeur ajoutée et une vraie reconnaissance de ces sociétés. Donc la certification ISO 9001 va vous permettre, de vous différencier vis-à-vis de la concurrence, de démontrer votre capacité à vous structurer et à répondre aux besoins de vos clients, notamment auprès de donneurs d'ordre, de grandes entreprises, mais aussi lors d'appels d'offres, par exemple. Est-ce qu'on a oublié l'une des raisons, peut-être la Bah, 4? la 4, effectivement, ça va vous aider à répondre aux grands comptes qui ont besoin généralement, d'avoir une sécurité et la certification par un organisme tiers leur donne l'assurance qu'il y a un contrôle régulier qui est fait et pour certains grands comptes qui n'ont pas, la possibilité d'envoyer, un de leurs propres auditeurs, ça permet de s'assurer qu'il y a un référentiel minimum et qui est partagé, qui va être vérifié à fréquence régulière, une fois par an puisqu'on est sur, l'ISO 9001. Et puis vis-à-vis de vos clients, soit des clients directs quand vous êtes face à des consommateurs, mais également, du coup, des professionnels, ça vous permet de parler le même langage et de vous comprendre aussi. En tout cas, sur les résultats du sondage, la raison qui arrive en tête, c'est le point de valorisation et de Mmh. renforcement de l'efficience des équipes, donc à 33%. Et ensuite, les résultats sont assez équivalents sur les autres raisons. Euh, donc, une fois qu'on a vu un peu le périmètre de ce qui peut déclencher un projet de certification, on va s'intéresser plutôt aux aspects techniques. Dans les grandes lignes, sur quoi repose le cadre de la certification ISO? Alors le cadre, il est important de le comprendre puisque l'objet de ce webinaire, c'est notamment de parler, des erreurs qu'on peut rencontrer, lors de la certification. Donc c'est important d'identifier ce cadre, pour pouvoir mieux identifier pourquoi on est sorti du cadre, éventuellement. Donc l'objectif de la certification, c'est la réalisation d'un audit. Un audit, donc c'est une photo à un instant donné qui va être notamment vis-à-vis d'un référentiel. Donc on reprendra cette notion un peu plus tard. Donc le rôle de l'organisme certificateur, ça va être de réaliser des audits, d'évaluer la conformité par rapport au référentiel notamment et de prendre une décision qui va être factuelle, qui va être basée sur les preuves qui auront été qui auront été collectées durant cet audit. Donc, le principe fondamental d'un audit, c'est que c'est fait par un organisme tiers, indépendant et impartial, sans conflit d'intérêt, de façon à avoir une vraie valeur du certificat. Et donc, la mission principale du certificateur, ça va être de faire cette photo
Et attention, en tant qu'organisme certificateur, nous ne sommes pas là pour vous conseiller, ou trouver les solutions pour vous, dans le cadre de votre certification. Le petit point clé quand même de l'ISO 9001, c'est que nous avons la possibilité en audit, de faire des recommandations de pistes d'amélioration. Pour autant, l'entreprise reste libre de les suivre ou de ne pas les suivre, sachant que voilà, c'est quelques pistes d'amélioration. On n'est pas là sur une journée de conseil. Mmh. Il me semble qu'il y a aussi la notion de point fort qui permet aussi de capitaliser sur ce qui fonctionne mieux au sein de l'entreprise. Et exactement, on va identifier plusieurs notions, 4 notions en audit. Les points forts, donc c'est ce qu'on va considérer, que l'entreprise fait mieux et va plus loin que l'attendu. Nous allons pouvoir parler, effectivement des pistes d'amélioration dont on vient de discuter. On peut parler également de 2 notions en cas d'écart. Donc les non-conformités, donc ça va être, vraiment un écart par rapport à l'attendu. Donc dans ce cas-là, ça nécessitera une analyse et une correction. Et puis également, on peut constater des points de vigilance. Les points de vigilance, c'est une conformité à cet instant, mais en cas de mise sous tension de l'activité, par exemple hausse d'activité, absence d'un membre du personnel, il est fort probable que cette activité dérive et devienne non conforme. Donc voilà, on a vraiment 4 axes de travail en audit. Alors, au-delà de ces quelques principes, il y a aussi une notion de conformité. Comment ça marche dans le cadre de l'ISO? Alors, en conformité, voilà, c'était l'appel de cette, slide précédente. C'est effectivement, j'aime bien comparer la certification ISO 9001 à un tabouret, à 3 pieds. Et à 3 pieds, bah, pourquoi? Parce que c'est essentiel pour que le système, bah, soit correctement en équilibre. Ces 3 pieds, ils sont constitués, bah, de 3 points. Tout d'abord, la norme ISO 9001 qui va fixer le cadre du management par la qualité au service de la satisfaction client. Mais également, les entreprises doivent respecter la réglementation qui leur est propre. On ne peut pas passer une certification ISO 9001 si on ne respecte pas sa réglementation. Et puis également, le troisième pilier important, c'est les exigences internes. C'est-à-dire toutes les règles que l'entreprise s'est fixées en interne par le biais, par exemple, de procédures ou d'enregistrements, et donc qu'elle doit respecter. L'auditeur, quand il fait donc son audit, il va vérifier la conformité par rapport à ces 3 piliers et va s'assurer, que le tabouret, est solide, en fait. On va pouvoir rentrer maintenant plus dans le détail sur la partie 3, donc les erreurs fréquentes que vous pouvez rencontrer dans le cadre d'un audit, de la préparation ou même d'autres étapes. Donc, selon vous, quelles sont les erreurs les plus fréquentes en audit? Je vous invite à passer par le chat pour pouvoir les formuler et on va ensuite passer sur la suite de la présentation. Alors, on vous laisse quelques instants pour voir vos réponses, à Ouais. travers ce chat. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Ça nous permettra juste, d'orienter et d'expliquer, par la suite. Ouais, de pouvoir commenter en fonction des résultats. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train d'écrire. On va leur laisser le temps de finir leur message. Alors, une première réponse par commis, la dissimulation d'informations. Ça va un peu avec ce que dit Max, enfin, un manque de C'est preuves un autre tangibles. sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Là, c'est vouloir trop détailler dans les processus, partagé Mmh. par Arthur, et manque de preuves, ça, en effet. Donc, Du manque de preuves. mmh, Effectivement, c'est des sujets qu'on va approfondir là par la suite dans cette présentation. je vois un dernier message qui est en train d'être écrit. En tout cas, je vais quand même te laisser la parole, Maréline, sur Mmh. le contenu du support. Donc, quelles sont les différentes erreurs que, de ton point de vue, on peut rencontrer dans le cadre d'un audit ISO? Alors, on aurait pu, penser que cette présentation et c'est comme ça que je l'ai conçue, au début, je m'étais dit: «On va axer cette présentation sur les non-conformités en lien avec l'ISO 9001» et donc j'ai pris un peu le contre-pied pour effectivement, rentrer dans les remarques que vous avez fait, dans le chat et notamment, il y a 6 erreurs, types, qu'on peut faire. La première étant de confondre un audit et une inspection. Un auditeur n'est pas là pour chercher la faute.
il n'est pas là pour gratter, entre guillemets, «la non-conformité». Nous ne commissionnons pas nos auditeurs au nombre de non-conformités qu'ils vont vous mettre. Ce n'est pas ça qui fait la qualité, d'un bon audit. Donc je sais que c'est souvent plus facile, à dire qu'à faire, mais un audit, ce n'est pas une inspection. Certes, c'est un exercice qui est important dans le cadre de vos activités. Pour autant, nous ne sommes pas, du ministère du Travail. Nous ne sommes pas là non plus pour vous faire fermer l'entreprise, en cas de dysfonctionnement. Un audit, ça vient vraiment, du latin, qui veut dire, parler. Alors je crois que c'est auditere et ça veut dire parler, échanger. Donc nous sommes là pour, regarder, auditionner, parler avec, les personnes que nous rencontrons pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise et nous faire un avis factuel sur la conformité par rapport à un référentiel. Donc confondre audit et inspection, ça va générer du stress, notamment auprès des équipes qui peuvent paniquer et avoir un certain nombre de réactions, toute une palette de réactions, effectivement, depuis bah, la peur, la dissimulation ou la perte de moyens, hein, tout simplement. Ça peut engendrer aussi de la rétention d'informations. Alors, vous en avez parlé effectivement avec la dissimulation d'informations. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur ce sujet-là. Et puis, bah, du coup, avoir des échanges qui sont peu fluides et peu transparents. Il faut savoir que l'auditeur a simplement besoin d'éléments factuels et d'être rassuré, d'avoir la confiance dans le système que vous avez mis en place et dans votre capacité à vous améliorer en cas de détection, bah, d'écart de votre part également. Donc l'audit, ça sert vraiment à évaluer la maîtrise et l'efficacité vis-à-vis d'un référentiel. Alors, en deuxième temps, on a le fait de préparer uniquement de la documentation. Comment est-ce qu'il faut prendre le contre-pied de cette erreur? Et oui, effectivement, c'est aussi un point que vous avez fait remarquer dans le chat, c'est de vouloir, bah, tout écrire. Alors déjà, les évolutions de la norme et notamment la version 2015, donc même si on attend une nouvelle version en 2026, le risque, c'est de vouloir tout écrire. Et donc depuis 2015, on est quand même sorti de cette culture du tout papier ou alors tout numérique, hein, si on suit l'évolution, des outils que nous avons à notre disposition. L'objectif, c'est de trouver le juste milieu entre ce que l'entreprise a besoin et sa façon de le traduire concrètement. Si je vous fais un parallèle, par exemple, par rapport à une procédure, l'objectif de cette procédure, c'est de savoir comment faire, cette activité, par exemple, parce que cette activité, nous ne la faisons que 2 fois par an. Donc la rédaction d'une procédure va nous aider et va être un guide, pour pouvoir, bah, suivre, bah, les exigences. Typiquement, vous pouvez le faire pour une procédure interne, mais vous pouvez le faire aussi et vous devez le faire pour l'audit interne. L'audit interne, c'est effectivement, une formalisation que nous on attend en ISO 9001 et le fait de le définir, ça vous permet d'avoir un cadre et d'avoir un cadre qui va être stable et qui va être conforme par rapport, au référentiel, à la norme ISO, 9001. Donc l'objectif, c'est de trouver le juste milieu, entre la documentation utile pour vous et le bon fonctionnement de l'entreprise, puisque sinon on peut, effectivement tomber dans le travers où tout est écrit et puis, bah, finalement, en écrivant trop et bah, l'entreprise n'arrive pas à l'actualiser et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que, quand on écrit beaucoup de choses, bah, ça prend beaucoup de temps aussi, à mettre à jour et puis, bah, ça ne correspond plus toujours à la réalité. Donc il Mm. vaut mieux moins de procédures qui correspondent à ce dont vous avez besoin et puis, surtout qui est, adéquat avec la taille. Quand vous avez une petite structure de 5-10 personnes, on n'attend pas le même niveau de documentation qu'une grosse, structure, qui est en pleine expansion, qui compte 300 à 400 salariés. Voilà, on n'est pas du tout dans ce ratio-là et l'auditeur est là pour s'adapter à la taille de votre structure également. Oui, donc finalement, il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel, ne pas vouloir en faire trop, sinon après on rentre dans un cycle trop administratif et c'est là où peut-être la certification devient moins efficace pour l'entreprise. Exactement, Mm. exactement. Alors, en troisième erreur fréquente, on a le fait de mobiliser uniquement le responsable qualité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
ce point? Alors, ça, je pense que ça va parler à bon nombre, de consultants ou, peut-être de responsables qualité qui sont, là parmi nous, aujourd'hui ou qui ont connu, cette fonction, dans leur vie professionnelle. Heu, Même si effectivement la norme ISO 9001 a aussi évolué depuis 2015 en demandant un engagement de la direction plus fort, et plus uniquement un responsable qualité qui est, nommé. Ça va être effectivement de penser que la responsabilisation de ce système de management est uniquement de la responsabilité du responsable qualité. Le responsable qualité, c'est, un entremetteur. Il est là pour, aider et faciliter, l'organisation entre les services. Par contre, le responsable qualité, il n'est pas là, pour faire à la place d'eux. Il n'est pas là pour rédiger, les procédures, par exemple, du service production, ni rédiger, les procédures du service R&D. Par contre, le responsable qualité, il est là pour faciliter, cette mise en place, pour, s'assurer, de la cohérence, entre les différents éléments du système qualité. Donc uniquement mobiliser un responsable qualité, dans sa phase de préparation, ça n'impliquera pas l'ensemble, des salariés dans la démarche, avec un risque que les pilotes de processus ou les pilotes des activités soient peu engagés et donc ne participent pas tout simplement à cette vie, du système qualité qui est finalement, la vie de l'entreprise. Il ne faut pas considérer un système qualité comme un système à part, mais bien la vie opérationnelle de l'entreprise tous les jours. Alors le point 4 ensuite, c'est de vouloir donner la bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, vouloir donner la bonne réponse, c'est un petit peu le syndrome, du bon élève ou peut-être même, du responsable qualité, ou des pilotes, quand ils sont rencontrés en audit. On considère en audit, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On ne s'attend pas à une réponse particulière. On s'attend à une réponse qui va être cohérente, par rapport au référentiel ISO 9001, ça c'est sûr, mais aussi par rapport à la façon dont vous l'avez traduit dans l'entreprise. Il vaut mieux effectivement, être honnête, dans ses échanges avec l'auditeur, pour dire, par exemple, que vous n'aviez pas compris ou alors que vous n'avez pas fait, que vous avez oublié, ça peut arriver. On ne s'attend pas à un système parfait. Une entreprise, c'est fait, de procédures, d'hommes et de femmes et donc, il y a toujours une incertitude sur, la bonne conduite d'une activité et en audit, nous préférons rencontrer des personnes qui vont être, honnêtes avec nous et avec qui on va avec qui on va pouvoir avoir, pardon, une discussion constructive et le fait d'être rassuré dans la capacité à comprendre ce qui s'est passé, à l'analyser et aussi à le corriger derrière. Mmh. Parce que finalement, quand on veut juste nous donner une bonne réponse, mais qui ne correspond pas à la réalité, nous finissons très souvent par le voir. Soit lors de cet audit, soit lors des audits suivants, puisque les informations ne vont pas se recouper entre les services ou entre les personnes ou les documents que nous allons voir. Et donc, en fait, il y a un risque de rupture de confiance entre l'auditeur et les personnes qu'on va rencontrer. Bon, bien évidemment, si vous êtes embarqué dans cette vision, donner la bonne réponse, c'est pas tout blanc ou tout noir. On va pas arrêter d'avoir confiance, parce qu'on s'est rendu compte, que finalement on nous a pas bien répondu. On attend juste une réponse cohérente et une vraie analyse derrière. Ouais. C'est un peu le même principe dans d'autres secteurs. Je sais que dans le journalisme, ça fonctionne aussi. Par exemple, quand un journaliste va poser une question, peut-être à un personnage politique et qu'on sent que c'est un peu vague. Donc c'est là où le journaliste va creuser, va poser encore d'autres questions pour aller chercher des Mmh. preuves et quitte même à identifier les incohérences. Mais quand il y a des personnes qui sont de bonne foi et qui montrent vraiment qu'ils sont là pour apporter les réponses et même le faire volontairement, ça inspire quand même plus confiance. Et donc je pense qu'en audit, c'est un peu la même chose et Mmh. que Exactement. plus on est transparent et plus l'échange se fait de manière confortable. Oui et puis il faut comprendre aussi que l'auditeur alors les auditeurs ont tous une expérience du terrain. Donc ils ont, parfois été responsables qualité ou s'ils n'ont pas été responsables qualité, ils ont été en poste avec des postes, variés en entreprise. Ils connaissent également votre secteur d'activité et donc ils sont en capacité de comprendre les situations que vous rencontrez.
ou même éventuellement les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, l'audit est aussi un moyen de vous soutenir parfois quand vous avez besoin de faire passer des messages en interne. Et donc, on parlera des non-conformités derrière, mais une non-conformité, des fois, c'est une action que vous avez déjà identifiée en entreprise et le fait de l'identifier de nouveau en audit et par un tiers, c'est également des fois, une prise de conscience par l'entreprise que le sujet est quand même important et qu'il va falloir travailler dessus. Donc l'auditeur est aussi un allié dans votre démarche pour vous améliorer ou pour vous soutenir face à des situations que parfois vous avez du mal à démêler en tout cas. Bah, surtout que l'audit aussi sert justement à ça, en effet, c'est d'identifier les axes d'amélioration. Et donc, autant en profiter, bénéficier des constats de l'auditeur pour embarquer après l'entreprise dans la résolution de ces points. En fait, pour moi, un bon audit, c'est vraiment un audit quand on fait la conclusion, lors de la réunion de clôture. C'est le moment où l'auditeur arrive à embarquer tous les pilotes et toutes les personnes qui sont présentes autour de la table, aussi bien la direction que le responsable qualité, sur la compréhension des constats qui sont faits. Quel que soit le type de constat, aussi bien positif que, à travailler. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, soutenir l'entreprise dans sa démarche de certification et dans la mise en place de ce management, qualité. Alors, on aborde la cinquième erreur qui avait été abordée par Comi, donc sur la dissimulation d'informations. Donc, c'est le fait de cacher les difficultés ou les incidents. Ah, effectivement, on en a déjà parlé un petit peu avant. Nous n'attendons pas la bonne réponse et nous préférons voir, quelque chose qui n'a pas fonctionné et comment l'entreprise a réagi, même si sa réaction n'a pas été peut-être au niveau de ce qu'elle voulait, mais ça nous permet de voir, comment l'entreprise va réagir. Hem, on sait qu'il peut y avoir des difficultés. Je pense que je pourrais vous parler d'un nombre incalculable de situations en audit, que j'ai rencontrées. Comme par hasard, on fait un audit et comme par hasard, ce jour-là et la machine ne va pas fonctionner. Vous avez un interlocuteur qui ne va pas se présenter. Voilà, donc il y a des situations qui existent ou alors votre personne clé est malade ce jour-là. Donc en audit, on le sait, il y a toujours des choses qui ne se passent que le jour de l'audit. Ou alors, l'auditeur va forcément tomber sur la situation la pire que vous ayez eue l'année dernière. Donc en fait, on sait, c'est la vie d'une entreprise et au contraire, c'est bien normal parce que, ça témoigne de cette vie et du fonctionnement de l'entreprise et aussi, de l'appropriation du système qualité dans la vie de tous les jours et donc ça, c'est positif. On a également la dernière erreur qui avait été listée dans le support, c'est le fait de considérer que l'audit est un événement ponctuel. Alors, quelle serait la bonne approche du coup? Alors, un événement ponctuel, effectivement, ça, c'est quand on travaille par à-coups. Alors, c'est souvent plus facile à dire, qu'à faire dans la réalité, mais en fait, ce système qualité, il doit vivre tous les jours. Si les outils, vous les utilisez, 3 semaines, 1 mois avant l'audit parce que vous vous dites: «Vite, vite, vite, je dois mettre à jour parce qu'il y a l'auditeur qui vient», c'est que finalement, cet outil ne vous est pas vraiment utile. Alors, je sais qu'on veut souvent faire des choses pour faire plaisir à l'auditeur, mais c'est pas l'intérêt de l'entreprise. Donc un audit, hem, c'est très bien quand on le réussit, notamment on est très fiers lors de cet audit initial, c'est un travail important, mais le plus important, c'est d'arriver à le maintenir dans le temps et à le faire vivre, de faire vivre tous les jours dans le temps. Donc un audit, c'est pas un événement ponctuel. Ça va être effectivement une rencontre, une fois par an, mais ça doit, traduire le bon fonctionnement d'un système, pendant toute la durée, pendant toute la vie, de l'entreprise, tous les jours, en fait. On a une question de Arthur qui vient d'être Mmh mh. partagée sur la notion de réalisation de l'audit. Mmh. Donc, il demande si l'audit peut s'effectuer à distance ou c'est uniquement en présentiel.
Alors, nous devons respecter des règles qui sont fixées notamment par le COFRAC. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ISO 17021 dont je suis responsable. Cette ISO 17021, plus un certain nombre de règles, définit le cadre dans lequel nous devons réaliser les audits. En ISO 9001, il n'est pas possible de réaliser 100% de cet audit en distanciel. En audit, alors, je vous invite, à voir, nos replays, notamment sur notre chaîne YouTube, puisque nous avions fait une présentation, des différents types d'audits que l'on pouvait avoir et aussi des modalités. En audit, notamment sur le premier audit, une partie peut être faite en distanciel sur la partie étude documentaire et la première étape de l'audit, initial. Mais, en audit, on est là pour rencontrer les équipes. Alors même si aujourd'hui, hein, on peut faire, rencontrer des personnes en distanciel, on a quand même besoin de voir concrètement comment se passe, «la production» entre guillemets de votre activité. Même si c'est une production intellectuelle, on a besoin de rencontrer physiquement, les personnes, même si par exemple vous ne disposez pas de locaux. Donc voilà, donc ça c'est important. Après sur le reste du cycle et notamment en audit de surveillance, on peut faire une partie à distance, mais pas la totalité du cycle, ce n'est pas autorisé. Après, il y a éventuellement la partie pré-audit, donc qui interviendrait en amont. Est-ce que cette partie-là peut se faire à distance? Alors oui, on peut réaliser un pré-audit. Là, pour le coup, nous ne sommes pas sous accréditation quand on fait un pré-audit. Il y a des règles à respecter puisqu'on ne fait pas de conseil. Ce pré-audit peut se faire à distance. Après, il faut, que cet outil, soit utile pour vous. Si vous avez une majorité d'activités qui se font en présentiel et que l'auditeur n'est pas en mesure, de capter vos activités en distanciel, le réaliser en distanciel n'aura pas forcément d'intérêt pour vous. Tout va dépendre de vos activités, en fait, finalement. Mais on peut tout à fait en discuter par téléphone et voir le juste milieu pour vous, au regard du cadre, et de votre intérêt. Avant de passer à la slide suivante, on a une autre question de Max. Est-ce que ces erreurs fréquentes, donc les 6 qui ont été Mmh. présentées, pour l'audit sur la norme ISO 9001 sont bien valables pour une certification type Calliope? Y a-t-il des spécificités pour Calliope? Et ben, en fait, ces erreurs, elles sont, liées à l'audit, en fait, finalement. Alors, juste après, dans la slide d'après, on parlera vraiment des risques de non-conformité ISO 9001. Donc là, ça sera vraiment très spécifique à l'ISO 9001. Mais en Calliope, finalement, c'est pareil, en fait, c'est le même exercice. Mmh. Une En fait, c'est conformité plutôt et un des erreurs de audit. posture ou de préparation, de compréhension de ce que Exactement, c'est un audit, ouais. exactement. Donc en fait, c'est applicable à tout ce qui est audit. Alors, on vient de parler de l'audit, tierce partie. Donc l'audit tierce partie, c'est fait par un organisme certificateur. Mais quand vous faites un audit interne ou quand vous faites un audit, on appelle ça seconde partie, par exemple pour un fournisseur, en fait, c'est le même exercice. Donc en fait, ça sera les mêmes types d'erreurs, effectivement, de posture ou d'interprétation qui sont liées à n'importe quel type de référentiel. Donc là, pour le détail des non-conformités par chapitre, même si Oui. j'ai pris le contre-pied de faire ça au début, dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Alors là, je vous ai mis les sujets principaux sur lesquels on peut retrouver des non-conformités en ISO 9001. Donc bien évidemment, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il faut faire, un parallèle avec votre activité. Je vous en ai mis quelques-unes et les principales qu'on peut rencontrer. La première, ça va être de ne pas comprendre ce que c'est qu'un processus. Comprendre comment cartographier, son activité et puis également la cohérence entre les différentes activités. Donc ça, c'est lié, je vous ai mis, les références. Les références, c'est les chapitres de la norme. 4.4, ça va être le chapitre qui va parler du processus. On peut avoir aussi, un point sur un manque d'engagement de la direction et notamment du leadership. On en a parlé tout à l'heure. Ça va être repris dans le chapitre 5, de la norme. Dans le chapitre 6, vous allez retrouver un risque d'objectifs qui sont peu clairs. Et ce qu'on peut remarquer, c'est une absence de lien entre la politique qualité, qui est en fait la stratégie, hein, de l'entreprise, et les objectifs qui y sont définis. Les objectifs, tout comme la politique, ne doivent pas être génériques. Ils doivent correspondre à votre activité.
Si c'est pour retrouver des objectifs ou une politique que je peux retrouver sur Google, très franchement, moi, en tant qu'auditeur, ça n'a aucun intérêt pour moi, puisque votre politique et vos objectifs derrière doivent être spécifiques à votre activité. Ils doivent vous être utiles. Donc, c'est un risque de non-conformité. En termes de compétences, c'est pas tant l'absence de compétences qui peut être une non-conformité, mais l'absence de formalisation des compétences nécessaires ou des doublons. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise, on s'attend en tant qu'auditeur à avoir, notamment sur les activités clés, 2 personnes qui vont détenir au moins une part, de cette compétence, de façon à assurer une continuité des activités en cas d'absence. Donc sur le terme de compétences, on est souvent rassuré sur la compétence des personnes qui y travaillent. Ça va plutôt être une question de maîtrise et de formalisation derrière. Bon, je pense que sur l'information documentée et sur la maîtrise documentaire, ça va vous parler assez facilement puisqu'il s'agit effectivement soit d'une documentation qui n'est pas à jour, ou qui n'est pas en cohérence avec ce qui est demandé. Vous avez oublié quelque chose, la documentation n'est pas connue ou n'est pas utilisée. C'est l'erreur vraiment la plus fréquente et je pense que c'est un sujet qu'on revoit, enfin qu'on rencontre au moins sur un audit sur 2. Concernant le chapitre 9 et la mesure, ça va être aussi en lien avec les objectifs, donc c'est-à-dire définir des indicateurs qui finalement, nous n'avons pas de formule ou d'explication vraiment de ce qu'est l'indicateur ou de comment on le calcule, mais également, d'indicateurs soit non exploités, soit mal exploités derrière. Donc c'est un risque effectivement, de non-conformité. Un point un peu clé aussi, la satisfaction du client, c'est comme le fil rouge de cette certification ISO 9001. Donc, la non prise en compte de la satisfaction du client ou en tout cas de son insatisfaction et un mauvais traitement derrière des mesures mises en place pour répondre aux clients et pour corriger les problèmes est un risque fréquent d'écart. Les audits internes, ça c'est quelque chose qui est très lié à l'ISO 9001. On s'attend sur un cycle de 3 ans à avoir l'intégralité des activités de l'entreprise qui seront auditées. Et souvent, c'est une mauvaise compréhension de l'exigence et donc on va retrouver des audits internes qui sont soit partiels, soit qui ne sont pas faits par des personnes compétentes. Alors quand je parle de compétences, les personnes sont souvent compétentes en interne sur les activités, mais n'ont pas la compétence ISO 9001. Et donc pour réaliser un audit interne, il faut avoir la compétence, bien évidemment, dans les activités, sans être jugé partie de l'activité, mais aussi maîtriser et comprendre l'ISO 9001. Sinon, il est difficile de faire une photo, en fait. Concernant les non-conformités des actions correctives, c'est en lien quand même avec le traitement aussi de la satisfaction client. Ça va être une prise en compte partielle et un traitement partiel des différentes non-conformités détectées en interne ou vis-à-vis, par exemple, des clients et un travail partiel de ces activités. C'est également en lien avec le point 10 sur l'amélioration continue, donc c'est-à-dire la non prise en compte des besoins d'amélioration continue de l'entreprise. Bien évidemment, on ne s'attend pas à ce que l'entreprise travaille sur tous les sujets. On sait parfaitement que c'est impossible d'aller sur tous les fronts, mais par contre de les tracer, de les prioriser, ça c'est important. Alors, on va maintenant entrer dans la partie 4, donc dernière partie du webinaire, à savoir les gestes succès. On a pu identifier quelques-uns. Donc, en tant que certificateur, c'est toujours la frontière à ne pas dépasser. Sur qu'est-ce qu'on peut dire pour vous donner des bonnes pratiques tout en restant dans la posture de certificateur. Donc, le premier point, c'est de garder en tête que vous avez une démarche qui doit être structurée, donc par étapes. Dans cette structuration, vous en avez 5 à garder en tête, donc, qui vont être faites de manière progressive, pas commencer la démarche trop loin dans le parcours. Donc, pour vous, le premier objectif, c'est déjà de pouvoir réaliser une demande d'audit ISO. En fait, grâce à cette demande, vous allez pouvoir identifier ce que représente pour vous cet investissement. Investissement de la certification ISO, il va être calculé par rapport à plusieurs critères.
qui vont être propres à votre entreprise. Et donc, tant que vous n'aurez pas effectué cette première demande de certification, vous aurez du mal à bien comprendre ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de durée d'audit, en termes de montant. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la contractualisation. Donc, une fois que vous avez fait votre demande, reçu une proposition qui va être chiffrée, la valider et ensuite, après ça, passer à la préparation. Puisque une fois que vous avez signé votre contrat, vous validez une date d'audit. Et donc, c'est comme quand vous prenez un billet d'avion. Donc là, vous pouvez avoir cette date de départ. Et donc, c'est quand même plus simple de commencer à se préparer une fois qu'on a une date à laquelle on sait qu'on va partir. Et donc là, vous commencez la préparation. On va pouvoir vous présenter notamment des solutions qui vous permettraient de pouvoir débuter la préparation. Si mes souvenirs sont bons, c'est d'ailleurs l'étape dans laquelle se situe la majorité des participants aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de savoir comment vous avez choisi de vous organiser. Une fois que la préparation est faite, donc là, vous abordez l'audit qui se réalise en plusieurs étapes. Et après la partie audit, donc vous avez fait le plus long du chemin et donc vous pouvez ensuite rentrer dans l'étape de la certification, recevoir le certificat et donc l'utiliser après pour partager cette grande nouvelle à votre écosystème, vos clients, vos partenaires, pour rejoindre la liste après IAF. Le deuxième geste succès, c'est la roue de l'amélioration continue. Donc là, je vais laisser Marine la présenter. Je pense que cette roue n'est pas inconnue pour nos auditeurs aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent. Vous aussi, vous êtes des auditeurs pour le coup. Ça va être la roue de l'amélioration continue avec notamment les démarches plan, do, check et act qui vont permettre de planifier les différentes activités que vous allez faire, de les réaliser ensuite. Et puis surtout, les dernières étapes, de vérifier leur efficacité et puis après, de pouvoir agir s'il y a besoin de les améliorer. Donc c'est vraiment le principe de la roue d'amélioration continue. Ça va être de capitaliser sur toutes les démarches que vous faites, cette roue d'amélioration aussi bien dans la phase de préparation, dans la phase d'audit et dans la phase après l'audit. C'est ça qui est important. Alors, vous avez un dernier sondage qui vous a été partagé dans Livestorm. Donc, la question est de savoir où en êtes-vous dans le parcours de certification. Vous avez le choix sur les différentes étapes que je vous ai présentées un peu plus tôt. Donc, actuellement, pour les personnes qui ont répondu, 100% se trouvent à l'étape de la demande. Donc, Marilyn, à ce moment-là du parcours, est-ce qu'il y a des informations qui sont importantes à avoir en tête pour effectuer une demande qui soit conforme et qui corresponde vraiment au projet qu'on a par la suite? Il faut savoir que quand vous allez faire une demande pour une certification, dans tous les cas, nous allons prendre le temps de vous recontacter pour bien comprendre le contexte dans lequel vous êtes, également vos attentes et vos besoins, et s'assurer que nous avons l'ensemble de la visibilité de votre contexte pour effectivement vous expliquer le processus de certification, les différentes étapes que vous allez rencontrer sur votre parcours et puis également vous dimensionner cette durée d'audit avec son périmètre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un sujet important que vous soyez dans la partie demande et puis dans la partie préparation également, puisque je vois que c'est aussi une réponse qui a été Mm. apportée. Oui. Quand vous êtes en certification, bien évidemment, vous êtes déjà dans le chemin, mais les sujets qu'on vient de voir vous concernent également, puisque, comme je vous ai dit, le plus important, c'est le maintien du système dans le temps. Donc, même si les premières étapes se passent bien, c'est important de garder en tête un certain nombre de gestes succès dans les démarches de certification. Alors, pour reboucler avec l'étape de la préparation, donc l'étape 2, l'étape 3 pardon, du parcours, l'un des gestes succès, c'est aussi de se préparer dans les bonnes conditions. Vous avez notamment la possibilité, avec l'organisme certificateur, de réaliser un pré-audit. Donc, le pré-audit ou audit à blanc, en fonction des termes qu'on a dans le vocabulaire, vous permet de pouvoir rencontrer un auditeur ISO qui va vous mettre dans les mêmes conditions qu'un audit initial et donc
vous permettre de pouvoir confronter votre système, vos processus à la norme et donc d'identifier votre niveau de préparation, d'éventuels ajustements pour ensuite les reprendre avant l'audit initial. Donc, c'est un état des lieux en fait, que vous allez pouvoir bénéficier d'un auditeur qui sera dans sa posture et vous pourrez aussi définir le nombre d'heures pour le réaliser. Et puis, ça permet aussi à vos équipes de s'entraîner. On sait quand même que ça reste un exercice qui peut être stressant. On a commencé par là quand on a parlé des situations difficiles que vous pouvez rencontrer. Ça permet aussi de vous rassurer sur le travail qui a été accompli et aux équipes de s'entraîner et d'avoir un retour indépendant sur le travail qui a été déjà accompli. Mm. En tout cas, je sais que nous, en tant que certificateur, lorsqu'on a la possibilité de s'entraîner avant une évaluation COFRAC, on le fait avec plaisir. Et ça permet de faire descendre le stress et de se rassurer sur la capacité à démontrer la conformité le jour de l'audit. Et nous-mêmes, nous faisons des audits internes. C'est exactement la même posture. Donc, en conclusion, Marine, quels sont les 6 points qu'on peut retenir sur ce qu'on vient de voir? Alors, les points essentiels qui sont à retenir, notamment sur l'ISO 9001 et sur les erreurs aussi qu'on peut rencontrer, c'est prendre le temps de structurer son activité et les processus dans le niveau nécessaire pour vous et pour démontrer votre conformité. Le deuxième point, c'est d'avoir une vraie vision de quelles sont les exigences légales qui vous sont applicables et puis de votre niveau de conformité. Il y a des exigences où on sait que le parcours est long pour se mettre en conformité, mais en tout cas, nous devons savoir si vous avez connaissance de toutes ces règles, des exigences légales et réglementaires de vos clients qui sont applicables à ce que vous produisez. Alors, quand je dis la production, c'est vraiment au sens large, hein, aussi bien un produit qu'un service. Mais voilà, c'est important d'avoir cette vision-là. Le troisième point, c'est d'avoir un focus sur le fait que nous attendons l'amélioration continue et que nous attendons que vous arriviez à piloter ce système de management de la qualité pour vous améliorer notamment. Le quatrième point, c'est le fait de maîtriser vos activités et notamment de conserver les éléments de preuve. Alors, un élément de preuve, ça peut être de n'importe quelle façon, ça peut être des visios, ça peut être des entretiens, ça peut être de la documentation. Voilà, de conserver cette maîtrise et les éléments qui vont nous permettre de les démontrer. Le cinquième point, c'est la vision organisme tiers au travers soit d'un pré-audit, mais aussi d'un audit, qui va vous permettre de prendre du recul sur ce que vous faites, de vérifier sa conformité et aussi d'avoir une personne qui est vraiment compétente pour vous faire ce retour. Et puis, le petit point bonus, c'est quand même cette visibilité internationale, alors au moins nationale et aussi internationale, de cette démarche vis-à-vis de vos clients, des donneurs d'ordre, des grands comptes, par rapport à l'engagement que vous avez pris de certification ISO 9000. Et par rapport à la mention qu'on a tout en bas de l'écran, faire la différence entre système qualité et management de la performance, comment on peut les différencier? En fait, un système qualité, si vous ne laissez qu'au terme de système qualité, ça va être quelque chose qui vous définit, mais qui ne vous permet pas vraiment de piloter, en fait. C'est pour ça que je vous dis, l'ISO 9001, c'est plus un système de management tout court, plus qu'un système de management que de la qualité, parce que finalement, la qualité, elle est partout dans votre structure. Vous devez avoir un travail de qualité pour vos clients. Donc, l'ISO 9001, c'est vraiment un système de management global. Et votre entreprise, si elle existe, et si elle continue à exister dans le temps, il faut qu'elle soit performante, qu'elle s'adapte. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de cette certification ISO 9001. Alors, on a 2 questions qu'on va prendre juste après. Je vais vous partager déjà un témoignage d'un certifié ActiveCert qui a passé l'étape de la certification ISO. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui a mené cette entreprise à faire le choix de la certification? Alors, vous voyez, c'est un témoignage qui commence à être ancien, qui date de 2023. Aujourd'hui, cette société qui s'appelait Silicom s'appelle aujourd'hui Neverac.
Quand on a rencontré, son patron et donc aussi sa responsable qualité à l'époque, l'objectif, c'était vraiment une question de structuration puisque c'est une entreprise qui travaille, dans l'informatique et la technologie, la cybersécurité et donc cette société avait besoin de se structurer et de faire face, aux prochaines évolutions qu'elle voulait mettre en place et quand même depuis, 2023, c'est une société qui a beaucoup grandi, qui a beaucoup évolué, que nous avons revu, dernièrement, en audit de renouvellement, puisqu'on est sur un cycle de 3 ans et qui a vraiment cette démarche, proactive et qui l'a aidé à se structurer puisque finalement, je crois que cette entreprise était aux alentours de 200 salariés, donc c'était déjà une grosse entreprise quand on l'a rencontrée. Aujourd'hui, cette société a grandi, elle a racheté d'autres sociétés qui avaient des compétences complémentaires. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont près de 600. Et ils se développent en France et à l'international. Donc, c'était vraiment important, quand on les a rencontrés dès 2023, de pouvoir fixer leur propre cadre pour pouvoir continuer à grandir. Donc Donc voilà, une c'est belle vraiment ce que va croissance. dire. Exactement. Alors, je vous rassure, hein, pour ceux qui ont des structures plus petites, l'ISO 9001 s'adapte très bien à de petites structures également. Alors, on va passer aux questions et aux réponses. Donc, je vous partage déjà les coordonnées de ICPF pour aller plus loin dans le cadre de vos démarches, notamment vous nous présenter vos projets de certification. Donc, vous pourrez échanger avec Christophe notamment et je pense un peu plus tard dans les échanges avec Marilyn en fonction de vos demandes de certification. Donc, le numéro qui s'affiche, le 01 82 83 56 40. Et vous avez également un lien qui vous a été partagé à l'instant par Paul, donc en bas à gauche, pour prendre rendez-vous avec Christophe en fonction de vos disponibilités. Donc, vous pourrez aborder les différentes lignes de votre projet de certification pour qu'on puisse vous assurer une meilleure réponse. Alors, on avait donc deux questions. Il y en a une qui a été traitée par Paul à l'instant. Donc c'est Arthur qui demandait si la chaîne YouTube mentionnée était celle de ICPF par rapport à l'audit. Donc je me souviens plus exactement la vidéo dont tu parlais, Marilyn, qui était sur la chaîne. Peut-être qu'on peut envoyer le lien plus précis à Arthur. Je crois que c'était un Alors webinaire. je parlais du webinaire, je crois pas que c'était le dernier ou peut-être celui d'avant, sur lequel nous avions fait la différence sur le parcours de certification entre l'audit initial, les audits de surveillance et l'audit de renouvellement. Ça expliquait le cycle de certification notamment. C'était à ce webinaire que je faisais référence. Ouais, Alors là, je vois qu'on a une thématique qui remonte au 11 décembre. Alors, ça m'étonnerait que tu parlais de celle-ci du coup, mais qui Non, parle je du parlais que cycle du de poste. certification. Le cycle de Oui, certification est version 2026 de la norme. oui, alors on peut s'appuyer sur ce webinaire, mais il y en a eu des plus récents effectivement, qui reprennent et qui vont plus loin sur le sujet. Ok. Mais en tout cas, vous avez le lien dans la playlist ISO, en effet, où on a rassemblé toutes les vidéos qui pourraient vous intéresser sur la thématique. Vous pouvez Euh, retrouver aussi des supports écrits, sur le site, internet d'ActiveCert, également, sur la thématique ISO. alors, une question de Rezika. Donc, dans le cas de changement de plateforme et de CRM interne 3 fois sur les 6 premiers mois de l'activité, l'audit se passe sur des sessions au hasard ou bien on peut choisir une session. Alors, je ne sais pas si cette question concerne spécifiquement l'ISO 9001 ou aussi Calliope. Mm. Heu, je pense qu'elle fait référence de toute manière, quelle que soit la question et le référentiel, au choix, de l'échantillonnage. Quand on fait référence à un échantillonnage, quel que soit le référentiel, l'auditeur va choisir au hasard un échantillonnage depuis le dernier audit. Donc en fait, nous sommes entre guillemets «peu» concernés par le changement de plateforme ou de CRM. Vous devez avoir conservé l'intégralité des informations et la traçabilité. Alors vis-à-vis de vos clients, hein, notamment en ISO 9001, mais en Calliope aussi vis-à-vis des financeurs, qu'ils soient en propre ou des financeurs publics, vous devez avoir cette archive et cette traçabilité. Donc entre guillemets, peu importe que vous ayez changé, de plateforme, je comprends que ça par contre, ça puisse être déstabilisant et que c'est demander, des fois des ajustements nécessaires, mais vous devez être en mesure de pouvoir démontrer l'ensemble des activités que vous avez eues, notamment depuis le dernier audit et c'est l'auditeur qui choisira,
plusieurs échantillons de façon à se faire son avis sur le sujet. Merci Marilyn pour cette réponse. C'était la dernière question qu'on avait, il me semble. On va passer à la conclusion et je laisse le temps à des personnes qui auraient peut-être une dernière question à nous poser avant qu'on mette un terme à la diffusion. C'est le moment. Si toutefois pas d'autres questions, je vous informe qu'à la fin de la présentation, vous allez recevoir un email qui va contenir un questionnaire de satisfaction. Donc, en répondant à ce questionnaire, vous allez accéder à 2 éléments, donc le support qu'on vous a présenté en PDF et le lien du replay, donc il va mettre quelques secondes à charger, mais ça va aller assez vite. Le temps que vous alliez jusqu'à la fin du formulaire, ça devrait être bon. Et ensuite, voilà, vous retrouvez encore les coordonnées de ICPF et ActiveCert pour effectuer vos demandes de certification. On est disponible ensuite pour échanger avec vous sur la formalisation de vos projets et de vous informer sur les démarches à réaliser. Marilyn, je te remercie de ta présence et je te laisse ajouter quelques mots avant la fin de la diffusion. Je vous remercie pour vos questions qui étaient, bien en lien, et votre participation active lors, de ce webinaire. Je vous invite à nous suivre, au travers notamment de notre page LinkedIn et à suivre également les les prochains, webinaires que nous allons faire. Il y en aura un par mois sur la thématique de, l'ISO 9001. Donc je vous invite, à être attentif, aux différents sujets que nous allons partager, dans, l'intérêt d'une bonne compréhension de la certification et de ses enjeux. Et aussi, du coup, à partager autour de vous cet événement, puisqu'en effet, on veut créer un rendez-vous ISO qui soit mensuel. Et donc, si vous avez des confrères qui sont intéressés par cette thématique, je vous invite à leur en parler, puisqu'on va pouvoir ensemble construire quelque chose. Et puis n'hésitez pas à commenter aussi sur notre site, sur LinkedIn quand nous faisons des publications ISO une fois par semaine. Ça nous aide aussi à identifier les sujets que vous voudriez, voir abordés dans les prochains webinaires. Tout à fait. Merci à tous, bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.